Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dimanche après un séjour privé de 10 jours passé à Paris. Le président de la République, qui avait quitté Abidjan le vendredi 27 juin dernier, a été accueilli à sa descente d'avion peu après 16h30 par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des diplomates et la hiérarchie militaire. À son arrivée, le chef de l'État a exprimé son soutien aux victimes des fortes pluies tombées sur Abidjan. Il a aussi confirmé la venue dans notre pays le 17 juillet prochain du président français François Hollande. La DDR, c'est l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Elle vient de faire le point de ses activités à Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense. Des actions sont menées pour la réintégration des ex-combattants, invités à s'investir dans le processus de paix. Abou Sanogo, reportage. Au niveau de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR, les choses vont plutôt bien selon le directeur général Fidel Sarasoro qui recevait dans les locaux de l'ADDR le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi. Sur le point de la situation, Fidel Sarasoro a réaffirmé qu'à ce jour, le taux d'exécution est à peu près de 50% d'ex-combattants réinsérés et que l'objectif assigné par le Conseil national de sécurité et le président de la République est de finaliser le processus de DDR d'ici fin juin 2015. Relativement aux fausses informations qui circulent dans le milieu des ex-combattants sur le montant du filet de réintégration, le directeur général de l'ADDR donne des précisions. Il y a certains ex-combattants qui ont évoqué le fait que l'ADDR leur devait 1,5 million sous forme de filet de réintégration. L'ONUCI nous assiste dans le financement des pécules de formation. Et en ce qui concerne les pécules de formation, il s'agit de mettre à la disposition des ex-combattants, lorsqu'ils sont en formation, 40 000 francs CFA pour une durée maximum de 6 mois. Après la formation, et ce uniquement pour ceux qui font des activités ou qui sont déjà dans les activités. Donc il s'agit de renforcer leur capacité. Il est prévu de leur mettre à disposition un filet de réintégration d'une valeur maximum de 800 000 francs et non 1,5 million comme certains ont voulu le faire croire. 800 000 francs. Ce montant a été fixé avec l'ensemble de nos partenaires, validé par le Conseil national de sécurité et le président de la République. Sur la question, la position du gouvernement est claire. Il n'y a pas de montant qui vaudrait 1,5 million. Je crois que certains l'ont appris et nous demandons formellement ces informations et que les jeunes doivent se référer à la DDR. C'est la seule structure qui est mandatée pour parler de ces questions. Cette rencontre a permis au directeur général de l'ADDR de saluer l'appui et le soutien constant du ministre chargé de la Défense dans l'accomplissement de la mission à lui assignée par le président de la République Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour une administration numérique efficace, la SNDI, la Société nationale de développement informatique, a initié un cadre de concertation entre la structure et les DSI de l'administration. Ce cadre de concertation vise à promouvoir le partage d'expériences, à faciliter la coordination et l'intégration des systèmes d'information de l'administration. Plusieurs recommandations ont été faites lors de cette 6e session du cadre de concertation SNDI-SDI de l'administration. On fait le point maintenant avec Sidonie Davila. Au cours des travaux du cadre de concertation de la SNDI, la Société nationale de développement informatique et les directeurs des systèmes d'information des ministères, un accent particulier a été mis sur la planification budgétaire. Planification budgétaire considérée par l'ensemble des participants comme étant un outil principal pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie d'information. Cette 6e session qui a également enregistré la participation des directeurs des affaires financières ainsi que des directeurs de la planification et autres démembrements de l'administration publique ivoirienne a été marquée par des résolutions. Les directeurs de la planification des ministères, étant conscients de l'importance de l'outil informatique, vont désormais prendre en compte les projets informatiques de façon adéquate dans la planification des ministères. De même, les DAF s'assureront de pouvoir allouer avec la collaboration des autres, des budgets adéquats pour conduire ces projets-là. Et tout ça, ça doit être fait
dans un cadre de mutualisation des infrastructures, des ressources de l'État. Selon les participants, ce cadre de concertation a été à leur avantage. L'échange a été très fructueux. En venant, j'avais beaucoup d'appréhension concernant la coordination des différents projets au sein des différents ministères. On ne voyait pas de synergie. Et je pense que ça a été le cadre de pouvoir dire cela. En tant que direction générale du budget et des finances, nous sommes venus expliquer les voies et moyens pour que les différentes structures, les différentes DSI puissent décrire leurs besoins comme il se faut. Pour une meilleure administration numérique et efficace, comme le stipule le slogan, la SNDI, maître d'œuvre de ce cadre de concertation, entend poursuivre la promotion de cet espace d'échange dans l'espoir d'aboutir à une modernisation effective de l'administration. Dans le secteur de l'éducation, à présent, la Fondation MTN vient de réhabiliter l'école primaire publique Sogefia de Yopougon-Kouté, ici à Abidjan. Cette action s'inscrit dans le projet 21 jours d'action citoyenne initié par la maison de téléphonie mobile Herman Niamien. Ils pourront étudier à la rentrée scolaire prochaine dans un cadre propice à l'apprentissage. Eux, ce sont les élèves de l'EPP Sogefia 6C de Yopougon-Kouté. L'établissement qui vient d'être réhabilité et équipé en table-banc par la Fondation MTN était dans un état de délabrement avancé. Cet établissement, il faut le rappeler, a été fortement endommagé par un obus et des tirs de balles lors de la crise post-électorale, occasionnant ainsi la désertion des apprenants. Notre toiture ici était soutenue par des barres de fer de telle sorte qu'elle ne tombe pas sur la tête des enfants. Je suis vraiment contente d'avoir des bâtiments neufs et cela va vraiment contribuer à l'amélioration de ce que nous faisions. C'est le programme de volontariat annuel de MTN dénommé 21 jours d'action citoyenne qui a permis la réalisation de cette œuvre. Pendant les 21 jours, les salariés de cette entreprise ont offert de leur temps, de leurs compétences et de leurs ressources pour redonner le sourire aux élèves de cet établissement. Pour cette action, ce sont plus de 30 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Depuis bientôt 3 années, le thème des 21 jours d'action citoyenne tourne autour de l'éducation. Et pour cette 8e édition, le thème retenu était « Investir dans l'accès à l'éducation pour tous ». En plus des dons offerts à l'EPP Sogefia 6C de Yopougon, la Fondation MTN a remis des ordinateurs, des tablettes et des whiteboards à plusieurs associations œuvrant dans l'éducation et l'alphabétisation. Une contribution pour les amener à continuer la formation des populations déscolarisées. Les mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre la fièvre d'Ebola sont toujours en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Des mesures qui ont obligé certaines populations, parmi celles de l'Indénié-Djuablin, à changer leur habitude alimentaire. Mamadou Kouassi est de retour de l'Indénié-Djuablin. Il nous en parle. C'est en avril 2014 que le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour lutter contre la fièvre Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Ces mesures visaient entre autres la non-consommation de la viande de brousse. 3 mois après, ces dispositions sont toujours en vigueur, surtout dans la région de l'Indénié-Djuablin, une région située à l'est de la Côte d'Ivoire, donc très éloignée de la Guinée et du Libéria où la maladie a fait de nombreuses victimes. Ici, les habitudes alimentaires des populations ont changé, surtout les adeptes de la viande de brousse. Un plat de foutu banane avec la viande de bœuf. Parce qu'on nous a conseillé de ne plus manger de la viande de brousse. La viande de brousse est intéressant, mais on est obligé de changer pour écouter les conseils des médecins, pour avoir la bonne santé. D'autres ne mangent pas poisson. Comment ils font ça? Toujours manger des viande de bœuf là. Viande de bœuf là aussi, là, c'est pas tout le monde qui aime. Dans les restaurants et maquis, le menu a été revu, avec une baisse considérable de la clientèle. On prépare, ça reste. Quand les clients viennent, on les propose poisson, viande de bœuf, ils refusent de manger. Alors que on vit de ça. Comme on dit, la maladie, on est dedans, sinon, c'est viande de brousse là qui nous arrange. Nous, on a gardé Niablé là, pourquoi les gens viennent? C'est à cause de viande de brousse. Les gens viennent. Mais comme il n'y a pas de viande de brousse là, il ne peut pas quitter ailleurs pour venir. Il ne peut pas prendre taxi pour venir manger viande de bœuf. C'est ça, il mange à la maison. En ville aussi, il y a viande de bœuf là-bas. Il va payer transport pour venir. Comme leurs camarades de l'Ouest, les restauratrices de la région de l'Indénié-Djuablin souhaitent bénéficier de soutien pour une reconversion dans d'autres secteurs d'activité
en vue de faire face à leurs besoins familiaux. Mais en attendant, les clients, eux, se contentent de la viande de bœuf et du poisson. On reste dans le domaine de la santé, mais en France, cette fois, un laboratoire anti-contrefaçon traque les faux médicaments. Regardez. Nathalie Talley est à la tête d'un laboratoire unique en France. Le laboratoire anti-contrefaçon du groupe Sanofi. Ce que l'on traque ici, ce sont les faux médicaments. Les échantillons viennent du monde entier, ils sont envoyés par les douanes, des médecins ou des correspondants du groupe pharmaceutique. Le contrôle est d'abord visuel et mieux vaut avoir l'œil exercé. Car en matière d'emballage, les fabricants de faux médicaments ont acquis un véritable savoir-faire. Entre le vrai et le faux, la différence se niche dans les détails. Pour cet échantillon, c'est le point sur le i qui fait toute la différence. Ici le vrai, ici le faux. Visuellement, ça devient de plus en plus difficile. On est obligé de passer par des grossissements et aussi des changements d'éclairage pour pouvoir mettre en avant les défauts sur les boîtes. En revanche, la composition des faux médicaments, elle, n'évolue guère. Au mieux, c'est l'absence de principe actif ou le sous-dosage. Au pire, on y trouve tout et n'importe quoi. Il y a des produits, surtout des formes comprimées dans lesquelles on retrouvait du plâtre, un peu, pour faire le comprimé. Des ampoules aussi avec des solutions qui étaient remplacées par de l'eau du robinet, voire pire en qualité. Antibiotiques, anticancéreux, aucune classe thérapeutique n'est à l'abri. Le trafic explose littéralement dans le monde. En Afrique, Interpol estime que plus d'un médicament sur 3 est contrefait. Et pourtant, moins de 10% des échantillons analysés ici viennent du continent. Il y a une prise de conscience maintenant que c'est plus dans les actions qu'on en arrive à convaincre que quand ils déclarent ou ils nous font parvenir un échantillon que l'on trouve contrefait, et que derrière leur montrer qu'on a vraiment des actions qui permettent d'aider les populations à obtenir des produits de qualité. La lutte contre la contrefaçon, c'est à la fois un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu commercial. Pour les groupes pharmaceutiques, le manque à gagner se chiffre en millions de dollars. 22 personnes ont été tuées au Kenya dans la nuit du samedi à dimanche lors de nouvelles attaques dans la région de la côte, la zone où une soixantaine de personnes avaient été massacrées en juin dernier. Les islamistes somaliens Shebab liés à Al-Qaïda ont revendiqué les raids dans cette région proche de l'archipel touristique de Lamu au sud-est du pays, mais la police, elle, accuse un groupe séparatiste. Le Kenya a été le théâtre d'attaques sanglantes dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants d'Indi n'en reviennent toujours pas. Leur village a été la cible d'un raid, provoquant la mort de 13 personnes. La nuit dernière, vers 23 h, j'ai entendu des coups de feu. 2 minutes plus tard, ils continuaient toujours et cela ne me semblait pas normal. Alors j'ai appelé au poste de police de Gamba, mais personne ne répondait au téléphone. Et pour cause, au même moment, le poste de police que tentait de joindre ce villageois était aussi pris d'assaut par un groupe armé, qui en a profité pour libérer l'un de ses acolytes, emprisonné depuis l'attentat du mois de juin, qui avait fait 48 morts revendiqués par le groupe islamiste Shebab. 9 personnes ont été tuées lors de cette attaque, dont 8 détenus et un agent de police. Au total, selon la Croix-Rouge, 22 personnes ont péri dans des raids ciblés sur la région côtière de Lamu, très prisée par les touristes. Des attentats revendiqués par les islamistes du Shebab affiliés à Al-Qaïda, une hypothèse que réfute la police. Au début, nous pensions que c'était les Shebab, mais les premiers éléments de l'enquête montrent que l'attaque a été commise par des membres du Conseil républicain de Mombasa. Les Shebab, eux, de leur côté, continuent de revendiquer ces attaques en représailles à la présence militaire kenyane en Somalie. Et pour terminer, rendons-nous en République démocratique du Congo pour parler culture. L'association RDC Terre d'artistes travaille à la promotion des œuvres des plasticiens locaux. C'est d'indiquer une force qui vient, une force qui continue son parcours. Pour créer, Franck Dikasongele a besoin d'être dans son pays, la République démocratique du Congo. Mais ces toiles sont toutes destinées à être exposées et vendues en Europe ou en Amérique.
Un paradoxe qu'il déplore. Il appelle l'État congolais à mettre en place une politique culturelle. La bonne politique culturelle va pouvoir prévoir, organiser et faire la promotion de ces artistes. À défaut d'une bonne politique culturelle, nous demandons qu'un petit espace pour être vu et pour nous exprimer, pour montrer de quoi nous sommes capables. Il y a des artistes dans ces pays. Pour sensibiliser les autorités à leur travail, l'association RDC Terre d'Artistes a organisé une exposition à Kinshasa, dans les jardins de la Primature, au bord du fleuve Congo. Le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, et plusieurs membres de son gouvernement ont pu juger par eux-mêmes. Beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration et surtout beaucoup de profondeur dans les œuvres. Il faut cesser de faire semblant, n'est-ce pas, d'appuyer la culture. Donc je crois que la balle est dans le camp du gouvernement pour une vraie politique culturelle. Rencontrer le public, expliquer le sens de leurs œuvres, pour la 60aine d'artistes représentés, c'est une occasion de se faire connaître, voire plus, si affinité. Là, je suis en train de regarder une œuvre que je vais négocier avec un artiste, parce qu'elle est pour l'acheter à titre personnel. Une œuvre d'art reste chère et inaccessible pour la majorité des Congolais. Pour toucher le grand public, les artistes plaident pour la création d'un musée d'art moderne en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine sur la chaîne qui rassemble.